Salut, on va parler marque de luxe. On va en tester 2 de couleurs et on va se poser la question, est-ce que ça vaut le coup? On va le faire en 2 fois. D'abord, on va tout faire sur le papier Arches. Dans la vidéo suivante, on se posera la question de est-ce que ça vaut le coup d'acheter un papier très cher, donc un papier Arches qui pour moi est un papier de luxe, ou est-ce qu'on peut se contenter d'un papier moyenne gamme, le Canson Montval est un moyenne gamme. Donc ça c'est pour la semaine prochaine et cette semaine on va se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des aquarelles chères? Je vais donc te swatcher et ensuite faire quelque chose avec ces 3 tubes Old Holland. C'est une marque des Pays-Bas dont la fabrication artisanale dure depuis le XVIIe siècle et qui contient de magnifiques couleurs fabriquées au miel. Il paraît que la résistance et l'éclat sont incomparables. Je vais la comparer avec la Daniel Smith, qui est réputée également, l'une des plus chères déjà, et avec la résistance et la luminosité la plus importante également. Je vais commencer par swatcher les couleurs. Ensuite, on fera 2 modèles, un modèle avec les Old Holland et un modèle avec les Daniel Smith, et je te dirai ce que j'en pense par rapport à mes couleurs habituelles, les Winsor et Newton. On commence avec un rose deep, donc en français rose profond. C'est marqué qu'il contient de la quinacridone. Est-ce que je le prononce bien? Il n'y a aucune indication de transparence sur le tube. Est-ce que c'est parce que c'est des plus petits tubes? Je ne sais pas, ou peut-être que c'est parce que c'est de l'aquarelle artisanale. Il y a peut-être moins d'informations. Ça me paraît quand même un petit peu bête, je trouve ça dommage. Si tu as vu mon test sur l'ensemble des couleurs Winsor & Newton, et sur comment les choisir donc, eh bien celle-là c'est celle qui se rapproche le plus de la primaire, et j'ai inventé le critère de kiff à la peinture et de viscosité. La viscosité, clairement ici c'est mon premier ressenti, elle est plus importante que ce à quoi je m'attendais. J'ai une impression de corps, vraiment d'une aquarelle assez lourde, et pourtant quand je la dilue, elle est très transparente. Je repasse dessus, ça se dilue très très bien, il n'y a vraiment aucune granulation, mais la couleur au début, en sortie du tube, elle est vraiment ultra puissante et ça me surprend. En quelque sorte, elle mérite bien son nom de rose deep, c'est-à-dire profond, puisque finalement le corps de l'aquarelle quand il sort du tube, il est un peu visqueux, ce qui me déplaît, mais il est très puissant en termes de couleur. Il a l'air d'avoir beaucoup de couvrance. Et pourtant, beaucoup de transparence à la dilution. Ça se dilue très très bien, c'est un vrai plaisir. Par contre, voilà, le kiff à la peinture, pour moi, il n'y est pas aux sorties de tube. En peignant la petite fleur avec, je ne vois rien de désagréable. Ça me semble très facile à manier malgré tout, malgré ce corps et cette viscosité là. Je reviens sur le tube par la suite, aucune gêne, ça se mélange très très bien. Par contre, je suis sur un papier qui est de très mauvaise qualité, puisque c'est mon papier pour swatcher et pour vérifier les couleurs. Donc c'est un 200 grammes, rien de fou. Tu vois, ça change pas grand chose. La peinture fait son taf. Je pense que je suis assez convaincue par l'utilisation. À l'usage, c'est bien. En sortie de tube, ça m'est pas très agréable, mais à l'usage, c'est bien. On continue sur les autres couleurs pour voir ce qui se passe. Le jaune cadmium. Pareil, rien sur le tube, mais a priori, j'ai l'impression que c'est de la gouache, quoi. C'est très facile de les diluer. Ça reste un petit peu pâteux. J'ai l'impression que ça a beaucoup de corps. C'est facile de les mélanger avec les autres couleurs. Ça fait des belles fusions. Dans le rond, je donne quelque chose d'agréable au travail. Je suis vraiment pas habituée à ces couleurs si opaques, très profondes quand elles sont sorties du tube et très transparentes quand on les dilue. Ça paraît assez magique et ça me semble être l'avantage principal de ces couleurs. Ça se vérifie avec le bleu de toute façon, donc je peux te le dire maintenant. Quand je peins avec, c'est très agréable. Ça me fait beaucoup de possibilités, le fait que ce soit comme ça, avec beaucoup de corps. Donc pourquoi pas? C'est pas mon habitude, mais pourquoi pas? J'ai l'impression
que c'est une belle peinture à l'usage. Je sais moins l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est de la bonne qualité. Ça me fait pas l'effet des couleurs artisanales habituelles, puisqu'il n'y a pas de granularité. Il y avait de la viscosité, il y en a un petit peu moins sur le jaune que sur le rose, qui était le plus visqueux. Mais il y a quand même énormément de puissance colorée et ça reste transparent. Donc c'est un style, selon moi. Peut-être ça se rapprocherait des Sennelier plus que des Windsor à cause du miel qu'il y a dedans en termes de liant. Ça donne cette brillance qui est assez magnifique, même au séchage, qui reste pas mal. Franchement, là, j'ai rien à dire au niveau de la brillance, ça c'est sûr. Elles sont prétendues être les aquarelles qui tiennent le mieux au niveau luminosité. Donc, si toi, tu es à recherche de corps dans la peinture et que malgré tout, tu veux profiter de la transparence de l'aquarelle et que tu recherches une peinture qui se dilue bien et tout, jusque-là, ça tient ses promesses. Si tu es plus Sennelier que Windsor, par exemple, en extra fine, tu vas aimer la Old Holland. Je pense c'est plus le style. Bon, t'as compris, viscosité, puissance colorante, vraiment très forte et transparente, avec du corps. On n'est pas vraiment dans la même configuration sur les Daniel Smith et je vais t'expliquer pourquoi. Et la Daniel Smith n'est pas fabriquée en Europe mais aux États-Unis et elle n'est pas artisanale, comme plein d'autres d'ailleurs. C'est là que tu sens que vraiment l'habitude est très importante chez un artiste parce que je pense que si tu passes des fines aux extra fines dans une marque, tu vas vraiment sentir la différence et être très à l'aise, très content de passer d'une fine à une extra fine dans une même marque. Si tu changes de marque, d'extra fine à extra fine ou de fine à fine, tu vas sentir une différence. J'ai commencé par le jaune, il y en a 2 dans cette gamme Daniel Smith. C'est le kit essentiel. Là, il est fourni un kit. Il y a plusieurs kits Daniel Smith. C'est le kit essentiel. Donc, il y a 2 jaunes qui sont celui-là qui est un jaune Yellow Light. Hansa Yellow Light. Je sais pas ce que c'est Hansa. Je suppose que ça veut dire jaune. Et un New Cambodge, donc du gomme gut. En fait, ces 2 jaunes sont... si tu les mélanges, ça donnerait le jaune Old Holland. C'est un peu pour ça que j'ai choisi le Old Holland. Il est entre les deux, le cadmium. C'est un très froid et un très chaud. D'où leur sélection dans le kit. C'est pas mauvais comme sélection. Faut toujours, si tu veux une belle sélection, tu fais comme eux. Tu choisis un jaune, un rose et un bleu, un froid et un chaud. Ça te fait 6 couleurs, c'est vraiment pas mal. Tu peux rajouter un marron et si tu veux un gris pen pour compléter totalement et t'as vraiment le kit de base parfait. Ici, on a un jaune froid en haut et un jaune chaud en bas qui sont d'une transparence parfaite. Pareil, je les trouve assez forts en sortie de tube, mais pas du tout visqueux par contre. Donc tu vas l'avoir, ta puissance colorée. C'est très très bien ça, on aime. Parce que visqueux, je suis pas habituée. Je te l'ai dit, les Winsor & Newton que j'utilise n'ont pas cette viscosité. Les Schmink non plus, qui sont aussi à classer dans les aquarelles luxe, les chères. Donc moi, ce serait un petit peu plus ma préférence. Je te dis tout, comme ça tu pourras choisir en connaissance de cause. Si tu veux un petit kit luxe, voilà, si t'es plutôt team miel, etc., Old Holland, parfait. Et si t'es plutôt légèreté, tu vas aller sur le Daniel Smith, mais alors, il y a quand même un petit mais qui peut être un super plus pour certains. Je te dis ça tout de suite. Il s'agit de la puissance colorée. En effet, là, on est sur le même rose, le Quinacridone. J'ai oublié un R tout à l'heure, pas grave. Mais c'est ça, il est exactement le même qu'à côté. Tu vois comme il sort puissant. Alors, on est en crémeux, vraiment crémeux. Vraiment ce que j'appelle effet gouache en sortie du tube, très important, pâteux quoi. Un peu dilué, c'est crémeux. Pâteux, c'est vraiment sorti du tube. Là, la puissance, elle est vraiment présente. Voilà ce que ça donne quand c'est encore humide. Je vais te montrer sec.
pouf, voilà, c'est sec. Les deux ont une puissance colorée super importante. Donc là, il y a vraiment une grosse différence entre une marque un peu moins chère ou un peu moins broyée finement, donc une fine, et cette extra fine qui est très très pigmentée. C'est comme quand une influenceuse te dit ce pigment-là pour le maquillage il est méga pigmenté, ça vaut le coup au prix du millilitre. Là, pareil, on a une puissance de dingue et hop, là, ça c'est une puissance gigantesque pour le rouge chaud. L'écarlate de Pyrrole. C'est marrant comme nom. En fait, je crois que je l'avais jamais vu avant. Le rouge, il reste, même après le séchage, méga lumineux. Et là, mon papier est pas ouf, donc on croit que ça granule, mais ça ne granule pas du tout sur un papier normal. Un papier aquarelle 300 grammes. C'est impeccable. C'est hyper miscible, ça se mélange bien. J'ai essayé de le mélanger avec du Winsor & Newton, ça passe parfaitement. Les deux, Old Holland et Daniel Smith, ont de vraies belles qualités au niveau des mélanges. En haut, on a le bleu phthalo et en bas, on aura l'outre-mer, français donc. Donc, pourquoi est-ce que je pense que la puissance colorée peut être un désavantage? C'est un avantage pour les aquarellistes de type illustrateur, ceux qui vont rechercher de temps en temps une couleur très forte. Regarde-moi ça, là, je peux faire Spider-Man avec ce truc. Si j'ai un peu de mal, que je suis débutant, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient, parce que je vais chercher à faire des images de nature, des choses un peu plus passées, en tout cas très mélangées. Si je maîtrise mal les mélanges, ça peut faire quelque chose de très vif, un peu enfantin. Donc faut que je me méfie. Très bien pour les illustrateurs, très puissant en termes de couleurs, donc ça peut m'aider vraiment très fort à faire un beau noir bien présent, par exemple, bien foncé. Mais les deux, en fait, si tu maîtrises un peu moins, et surtout la Daniel Smith, vaut mieux faire un peu gaffe à ces couleurs, quoi. Ou alors tu les dilues beaucoup, évidemment. Mais voilà, vaut mieux les mélanger pour les ternir un peu, particulièrement quand tu fais des bouquets et que tu veux faire du vert qui soit du vert plus proche de la nature. Il vaut mieux les mélanger, quoi. Si tu fais un vert pur avec deux couleurs super puissantes comme ça, ton bouquet il va faire un peu faux, tu vois. On va passer à la pratique. Je vais te faire 2 portraits, l'un avec la Old Holland et l'autre avec la Daniel Smith. Je vais blablater un petit peu, t'accélérer les portraits. Je te veux pas, attention, un tuto portrait où je vais détailler. Ça, je me le réserve pour un petit peu plus tard. Peut-être que je te ferai les 3 côte-côte pour t'expliquer un petit peu la différence entre eux, faire sur du papier coton et sur du papier cellulose par exemple. Ou mes 2 styles de portraits, l'un en commençant par le foncé et l'autre l'inverse. Dis-moi dans les commentaires ce que tu préférerais avoir si tu veux les deux, si ça t'intéresse. Le premier, je le fais avec les Old Holland. Bon, je triche un petit peu avec les Daniel Smith pour le deuxième parce que j'ai plus de couleurs. Et là, il faut clairement que je fasse un petit effort pour me dire, ok, c'est quoi que je souhaite comme volumétrie de couleurs, je sais pas comment le dire autrement, je reformule. Est-ce que je veux un peu plus de noir comme la photo, en noir et blanc, ou est-ce que je veux quelque chose de plus coloré, est-ce que je veux aller plus vers le marron, le violet? J'ai un petit temps de travail, mais c'est plus lié au fait que j'ai 3 couleurs et que j'explore un petit peu ce que rendent la puissance de ces couleurs-là. Ce qui est sûr, c'est que je mets plus de temps à faire du noir parce que dès que je mets un petit peu de bleu, c'est bon, c'est très bleu, et dès que je mets un peu de rouge, c'est très rouge. Donc pour trouver une couleur en trichrome, tu vois là que ça commence à représenter un petit désavantage, le fait que ces couleurs soient si puissantes. C'est dur à expliquer, mais je pense qu'on est vraiment à un niveau
quand on préfère la Old Holland par rapport à la Daniel Smith ou Winsor & Newton, je pense qu'on a un niveau très charnel, très pointu, et que à partir du moment où tu passes d'une fine à une extra fine, t'as déjà gagné tellement en niveau de qualité que c'est un peu exagéré, tu vois, que de dire vraiment celle-là est géniale, celle-là non, 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 non. Bon, on est quand même dans la patte de mouche, tu vois ce que je veux dire. Et à partir d'un certain niveau d'aquarelle, tu peux peindre avec un peu n'importe quoi. Tu peux pas peindre avec du mauvais papier, ça c'est nul, ça marche pas. Tu peux peindre avec de la moins bonne couleur, mais pas de la couleur vraiment dégueulasse Amazon, j'ai déjà essayé, c'est nul. Le moyenne gamme suffit. Et le super bonne gamme, t'es content quoi, tu vois ce que je veux dire, ça se mélange bien, t'as pas de surprise avec tes couleurs. C'est ce que je ressens avec les deux, sur ça pas de différence. La Old Holland, autant elle me faisait ce petit effet, un petit peu de viscosité, mais elle a ce corps là qui est assez agréable finalement à travailler avec. Autant, bon, à l'usage, une fois dilué, tu vois, c'est de l'extra fine, quoi. Et je m'en sors et je fais exactement la même chose avec l'une ou l'autre. Donc, avec de la maîtrise, ça fait pas une si grande différence. Et avec peu de maîtrise, ce qui fait le plus de différence, c'est si tu prends une fine ou une extra fine. La Old Holland, par définition, c'est de la très bonne peinture, bourriée, très fine, et avec d'énormes qualités de luminosité et de tenue à la lumière. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Bah non, si t'es débutant, ça vaut pas nécessairement le coup. Faut que tu commences à t'entraîner avec autre chose, à part si t'es méga riche et que tu peux commencer tout de suite avec le meilleur. Pourquoi s'interdire ? J'aurais tendance à dire. Oui, si t'es un expert, ça vaut carrément le coup de prendre de l'extra fine. Si tu commences, on va dire, à vraiment aimer, à en faire beaucoup, même si t'es pas encore méga doué ou je sais pas, ça vaut quand même le coup de passer à l'extra fine, ça c'est sûr. Et après, ça va être une notion de préférence, de corps, de puissance, est-ce que je veux ou pas. Moi, j'aime bien le côté vintage de sortie du tube des Winsor. Ça me fait un bon sentiment à la peinture et ça me permet de contrôler un peu plus cette puissance, d'avoir des nuances plus nuancées justement. C'est gênant quand je me mets à vouloir avoir plus de corps justement, j'en ai moins, c'est pas prévu pour. Si je devais dire qu'est-ce qui est pas de la préférence en termes de... si je dois vraiment trouver un critère, tu vois, et te dire c'est pas de la préférence, ça c'est objectif, c'est la luminosité. On a vraiment dans les deux, une luminosité plus importante que les Winsor & Newton, je pense, au séchage. S'il y aura dire aussi séchage. Si j'ai envie de m'en acheter, pour être très honnête, ce sera plutôt toute la série des Daniel Smith que la série entière des Old Holland pour l'instant, pour un certain usage, c'est-à-dire retrouver un éclat, une puissance très importante sans la viscosité. Parce que vraiment, j'aime beaucoup le corps des Old Holland, mais comme elles ont la même puissance colorée quasi avec un petit avantage pour la Daniel Smith, et qu'il y a ce côté transparence pour les deux, que tout est égal par ailleurs à part la viscosité et qu'il y a un petit point de plus pour les Daniel Smith je me répète, pour la puissance colorée, j'irais peut-être acheter plus toute la série des Daniel Smith si tu veux. Tu le sens un petit peu dans la différence de ce que j'ai fait, c'est moins lumineux au final les deux portraits, même si j'ai pas fait exactement un portrait des deux mêmes couleurs. Et il y a une raison, c'est parce que les mélanges appellent ça, la couleur appelle ça un petit peu de par son caractère. Je me laisse guider aussi par ce que je perçois au fur et à mesure que je peins et que je fais mes mélanges. Et là, ça m'a guidée vers quelque chose d'un petit peu plus sépia en termes d'ambiance.
Je suis beaucoup plus proche d'une couleur que j'imagine être la sienne quand je fais mes mélanges. Je suis sortie du noir et blanc de ma photo et je suis allée imaginer du coup une couleur qui pourrait être plus proche de la sienne. J'ai fait peut-être un petit peu moins de couches, je me demandais si ça pouvait rendre quelque chose. C'était quand même assez agréable de bosser sur ce papier archi magnifique qui vaut plus que le coup, hein. En termes de luxe, là, on est bien haut en termes de papier. Bon, en termes de couleur, je te l'ai déjà dit. Évidemment, je ne boude pas mon plaisir sur le Arches. Je peux l'humidifier beaucoup. On en reparle la semaine prochaine. Bizarrement, j'ai beaucoup aimé peindre avec cette peinture, mais je préfère quand même le premier tableau. Celui-là, j'ai plus fait attention aux couleurs, j'étais contente de peindre avec, il y avait un bon kiff à la peinture, et finalement, il est beaucoup plus lumineux, mais il me plaît moins, bizarrement. C'est un peu moins moi. Ce qui serait moi, c'est plus les Holland. C'est bizarre, hein, parce que c'est pas mon kiff, c'est pas mon plaisir que de peindre avec ce Daniel Smith. Un dernier petit mot sur Daniel Smith, c'est vrai que pourquoi c'est plus agréable en fait, c'est parce qu'il y a ce côté aucune granularité, mais pas effet chimique. Je m'explique. Quand j'ai testé les aquarelles chinoises, si tu te souviens bien, j'avais testé les Paul Rubens il y a quelques temps dans une vidéo précédente. Les pas chères et les un tout petit peu plus chères, elles sont significativement moins chères. Elles ont une extrême puissance colorée. Elles sont pas du tout visqueuses et donc très agréables à peindre finalement. Beaucoup de surprises pour le prix et elles sont très transparentes. En fait, il y a quand même une sensation de chimie un peu encre colorée, tu vois. Là, je l'ai pas, hein. Daniel Smith, je n'ai pas du tout. Zéro chimie chez Old Holland, j'ai l'impression, j'ai la sensation d'une vraie peinture, une vraie belle, bonne peinture, tu vois. Et pareil chez Daniel Smith, c'est curieux parce que j'ai l'effet puissance des aquarelles chinoises qui sont vraiment faites pour les illustrateurs à mon sens, mais sans l'effet chimique. Donc là, je te dis pas ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Genre, en fait, c'est toi qui décides, tu vois. Mais je le sens, je le ressens vraiment. Voilà. Bon, c'est un peu ésotérique mon histoire, mais c'est un vrai ressenti. C'est très. C'est finalement assez objectif compte tenu du fait que je peins beaucoup et que je peux te dire le ressenti, il s'exprime un petit peu souvent sur le résultat. Donc voilà, je fais un peu ce parallèle. Je profite de cette puissance pour me fabriquer un noir en trichromie. Impeccable. Alors là, mon noir ressort exactement comme je peux le moduler. Très agréable. Ce kit là de couleurs, c'est très bien choisi quand même, comme je le disais tout à l'heure. Et tu vois bien que je m'éclate avec les nuances, quoi. Du coup, c'est peut-être pour ça que je te disais oui, j'achèterai les autres Daniel Smith et tout ça. Je pense que j'aurai un petit temps de réflexion, étant donné que je préfère mon premier tableau qui est fait avec les Old Holland, mais que je me suis plus sentie bien dans mon pinceau avec les Daniel Smith. Donc, ça tient à peu de choses. Je crois que je resterai sur des Daniel Smith avec un petit plus de cœur, quoi, pour les Old Holland. Mais je pense que je serais de mauvaise foi à cause du côté européen, tu vois. Bah oui, j'avoue tout. Je m'arrête sur cette histoire parce que sinon je vais me répéter. Juste un petit mot sur les pinceaux. Parce que je vais revenir sur le fluide de masquage que j'ai utilisé, mais c'est pas vraiment un truc luxe, donc j'en ferai une autre vidéo très courte. Cependant, sur les pinceaux, ma réponse sur est-ce qu'il faut des pinceaux luxe, c'est oui, il n'y a pas d'équivoque. Quand tu débutes, t'as souvent tendance à prendre des pinceaux pas chers. Et il faut du moyenne gamme hein, pour commencer, il faut pas du bas de gamme. Si tu commences avec du bas de gamme, c'est-à-dire un truc Amazon, pas de marque, sans rien du tout, tu vas être vraiment déçu du résultat et tu n'auras pas envie de continuer, clairement.
alors que quand même en bon moyen de gamme ça peut faire la différence. Là j'ai tapé dans du haut de gamme, je suis allée faire des tests. Ici tu me peux utiliser mon Isabelle de d'habitude, j'utilise un Winsor & Newton série 7 en petit, tout petit, la 00, et un Isabelle sinon en 1 poil naturel. Bon, c'est sans faille, sans faille. Alors que là, j'ai tenté les Skoda et je les ai utilisés pour la majorité du premier portrait normalement parce que je voulais les tester. De la série Optimo, c'est du Kolinsky. Hein. Désolé, j'ai fait une connerie. C'est du Kolinsky. Bah écoute, c'est comme ça. Fabriqué à Barcelone. Donc plutôt cool en Europe et tout. Le 8 et le 4, série Optimo de Skoda. C'est des sorties courtes parce que je me disais, super, ça va être souple et à la fois, je vais pouvoir contrôler mon eau. Pas du tout, c'était pas bien du tout. Je déconseille totalement de l'utiliser pour les affaires courantes, cette série Optimo, parce que ben non, c'est beaucoup trop rigide. En fait, il faudrait que ce soit une sortie courte, mais en poil pas de martre en fait, en poil de petit gris d'écureuil ou imitation, on préfère. C'est pour ça que je disais que j'ai fait une bêtise, parce que j'ai encore acheté du poil d'animal alors que je m'étais interdit de le faire. C'était pour tester le luxe, et le vrai luxe pour moi ça reste les poils d'animaux. Malheureusement c'est très mal. Je vais en racheter, promis, des moyennes gammes en poil mixte au moins, parce que c'est quand même vachement mieux quand même pour ces pauvres animaux qui soufflent le martyr avec du poil naturel, donc ça c'est très mal. Mais oui, sinon les poils d'une vraie bonne marque, ça vaut le coup, ça change tout en termes de souplesse et de rétention d'eau. Tu fais pas de l'aquarelle pareil quoi avec. Donc là, un grand oui pour le luxe. Et je citais les marques Isabelle que j'aime beaucoup là-dessus. Les Raphaël, c'est du moyenne gamme. Les Winsor & Newton, la série 7, c'est plutôt haut de gamme, alors que les autres séries, c'est plutôt moyenne gamme. Et même les pros en synthétique, c'est du moyenne gamme, moi je dirais, j'assimile ça à du moyen. Après, les Raphaël, c'est toujours du moyenne gamme. Hein. Tu dois peut-être en avoir du haut de gamme, mais ça représente plutôt quelque chose de l'ordre du moyen. Donc si tu débutes en PAF Raphaël, et si tu l'es pas, bah, Isabelle, c'est très bien, par exemple, c'est ma marque préférée. Un dernier petit message, si tu n'as pas trop de moyens et que tu es très attiré par les marques de luxe, hein, comme je disais, n'hésite pas à en acheter moins, mais plus cher. Ça paye toujours vraiment beaucoup avec le matériel d'aquarelle. Il y a peu de cas où le prix n'est pas en relation avec la qualité. C'est souvent très lié et c'est encore quelque chose auquel tu peux te fier. Contrairement à d'autres produits, là ça marche. Je trouve qu'on a un vrai rapport, à part pour les imports, entre le prix et la qualité, donc n'hésite pas pour moi. Voilà, j'espère que le concept t'a plu, que j'ai pas parlé trop. Je sais que j'ai été très bavarde, surtout au début, mais j'espère que t'as tenu jusqu'à la fin. Si c'est le cas, merci beaucoup, merci pour les commentaires, les encouragements, les likes, et bisous les abonnés.